Ce TP réalisé en distanciel est destiné aux étudiants de la filière Sciences de la matière chimie, semestre S4, et il est intitulé Synthèse d'un dérivé chloré. Au cours de cette manipulation, on va synthétiser un produit chloré à partir d'un alcool. On va séparer ensuite le produit synthétisé du mélange réactionnel et on procédera à une purification de ce produit par distillation. L'équation de la réaction est la suivante. Dans cette manipulation, on va donc synthétiser le 2-chloro-2-méthylpropane à partir du 2-méthylpropane-2-ol. Dans cette réaction, on va substituer la fonction alcool par un atome de chlore. C'est pourquoi on l'appelle une réaction de substitution. En solution aqueuse, HCl va se décomposer en H+ et Cl-, et c'est l'anion Cl- qui est riche en électrons, donc qui est un agent nucléophile, qui va attaquer le carbone porteur de la fonction alcool. On l'appelle ainsi une réaction de substitution nucléophile. À la fin de la manipulation, on va détailler le mécanisme de cette réaction. Alors, pour préparer le dérivé chloré, on va introduire dans un Erlen de 250 ml 4 g de chlorure de calcium et 12,5 ml du 2-méthylpropane-2-ol. Et on ajoute à l'aide d'une éprouvette graduée et avec précaution 30 ml d'acide chlorhydrique à 35% en masse. On introduit dans cette Erlen un barreau aimanté qui va assurer l'agitation mécanique. On adapte à l'Erlenmeyer un condenseur à air et on place l'ensemble sous agitation magnétique en fixant l'Erlen à un support vertical. Et on laisse agiter pendant 20 minutes. Alors, après 20 minutes d'agitation, on arrête la réaction, on retire le barreau aimanté et on transphase avec précaution le mélange dans une ampoule à décompter. La phase inférieure ici, vous remarquez que le mélange est constitué de 2 phases. La phase inférieure correspond à la phase aqueuse, car elle est plus dense que la phase organique. On laisse décompter et on récupère la phase aqueuse dans un bécher. Alors ici, la séparation des 2 phases doit être faite avec attention et surtout au niveau du robinet. Donc on doit séparer jusqu'à la dernière goutte de la phase aqueuse. On lave la phase organique avec 25 ml d'une solution basique d'hydrogénocarbonate de calcium. Cette solution sert à neutraliser l'acide chlorhydrique résiduel. On ferme l'ampoule à décompter et on prend
l'ampoule par deux mains. La première main, on la place en appuyant sur le bouchon et la deuxième sur le robinet. On ajoute et on ouvre l'ampoule. On remarque qu'il y a un dégagement gazeux qui correspond à du dioxyde de carbone. Donc on agite de cette façon, énergiquement, et on ouvre le robinet. On répète cette opération jusqu'à ce que le dégagement de CO2 cesse. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de réaction entre la base et l'acide chlorhydrique. Puis on replace l'ampoule sur l'anneau, on débouche et on laisse décompter. Le gaz CO2 dégagé ici, il provient d'une réaction qui se passe entre l'hydrogénocarbonate de calcium et le HCl. On forme l'acide carbonique, H2CO3, qui est instable et qui se décompose en dioxyde de carbone et en H2O. Donc on laisse, après séparation, on laisse décompter. Après décantation des deux phases, on récupère la phase aqueuse dans un bécher. La séparation des deux phases, comme j'ai dit tout à l'heure, la séparation des deux phases doit être faite avec le plus grand soin au niveau du robinet. C'est-à-dire que la phase aqueuse doit être éliminée jusqu'à la dernière goutte. Et on fait attention au niveau du robinet. Voilà, j'ai éliminé. Donc dans l'ampoule, il reste la phase organique. On lave la phase organique avec 10 millilitres d'eau distillée pour éliminer la base et l'acide résiduel. Donc, comme tout à l'heure, on ferme l'ampoule et on la maintient avec deux mains et on agite énergiquement. Puis on la remet, on la replace sur le support et on laisse décompter. Après décomptation, on évacue la phase aqueuse et on récupère la phase organique dans un bécher sec. On ajoute à la phase organique du sulfate de magnésium anhydre pour sécher la phase organique. C'est-à-dire on va éliminer les traces d'eau résiduelles dans la phase organique. Alors ce produit, c'est un desséchant. Donc comme j'ai dit, il sert à éliminer les traces d'eau. Donc la quantité du desséchant va dépendre de la quantité d'eau dans la phase aqueuse. Alors, lorsque j'ajoute le desséchant, il va réagir avec l'eau pour former un agglomérat qui se dépose au fond du bécher, comme ici. Alors, j'ajoute encore du sulfate de magnésium. Alors maintenant, on voit bien que le sulfate de magnésium est libre sous forme de grains, donc il se présente sous forme de grains, ça veut dire qu'il n'y a plus d'eau dans la phase aqueuse. Après séchage de la phase organique, on va filtrer la phase organique avec du matériel bien sec.
Ici, il faut utiliser dorénavant du matériel sec une fois la phase organique est sèche et séchée. Alors, puisqu'on va procéder à une distillation, je vais filtrer directement dans un ballon de distillation que je vais peser d'abord vide. Donc je vais tarer. Donc je filtre. Et la filtration se fait par gravité, qui utilise un papier filtre plissé. Je vais repeser le ballon de distillation avec le produit pour déduire la masse du produit brut. Et je note une masse égale à 7,2 grammes. Masse du produit brut. Alors, donc nous avons introduit notre produit dans le ballon de distillation, auquel on va rajouter, pour le purifier, et on va rajouter quelques pierres ponces pour régulariser la température. On adapte au ballon de distillation un ballon récepteur qui doit être préalablement pesé pour calculer à la fin de la distillation la masse du produit pur. On va adapter ce ballon récepteur au ballon de distillation. Donc, on adapte au ballon de distillation un ballon récepteur pour récupérer le produit brut. On adapte également un réfrigérant pour contrôler la température et pour noter le point d'ébullition. On met un circuler de l'eau pour refroidir les vapeurs de produits qui seront récupérés dans le ballon récepteur. Puis on chauffe le mélange jusqu'à ébullition. On règle le thermostat à la position 5 pour ne pas avoir un chauffage brutal. Et on laisse distiller. Après 5 minutes de chauffage, il y a une montée brusque de température et on observe qu'il y a ébullition du produit qui commence à s'évaporer et qui passe dans le ballon récepteur. Je note la température d'ébullition du produit. Il est égal environ à 50 degrés Celsius. Et par refroidissement, je commence, comme vous voyez ici, je commence à récupérer le produit dans le ballon récepteur. Alors vous voyez bien qu'ici, qu'il y a des gouttes, je ferme le robinet, vous observez bien qu'il y a des gouttes de produit qui passent au ballon récepteur. À la fin de la distillation, j'éteins le thermostat, j'enlève le chauffage et je ferme le robinet d'eau. Je retire soigneusement le ballon récepteur et je vais peser ce ballon qui contient le produit distillé. Je note la masse du produit de l'ensemble.
et je déduis la masse du produit pur qui est égale à environ 5 grammes. Maintenant, on va passer au compte rendu. On va détailler le mécanisme réactionnel et on va répondre aux questions posées sur le polycope. Maintenant, on va voir le mécanisme de cette réaction. On appelle un mécanisme réactionnel la description de la façon avec laquelle une réaction chimique se produit, en se basant sur des faits connus ou sur des faits supposés. Pour cette réaction, on propose un mécanisme qui se passe en 2 étapes. La première étape est la formation d'un carbocation tertiaire relativement stable, qui est lente et réversible. La formation du carbocation se produit par attaque du proton par le doublet libre de l'oxygène pour donner un ion oxonium, puis il y a départ nucléophile de H2O pour donner un carbocation. Ce carbocation est tertiaire, il est relativement stable par effet inductif donneur des 3 groupements méthyl. La deuxième étape, c'est l'attaque nucléophile du carbocation par l'ion chlorure. Cette étape est rapide et irréversible. Il y aura attaque du carbocation par le nucléophile ici qui est le Cl-, et on forme notre produit qui est le 2-chloro-2-méthylpropane ou le chlorure de tertiobutyle. Ici, nous avons une réaction qui se passe en 2 étapes. Et lorsque on veut calculer la vitesse de la réaction, elle va dépendre de l'étape la plus lente. Ici, l'étape la plus lente, c'est la formation du carbocation. Donc, la première étape. La vitesse, elle s'écrit V est égale à la constante de vitesse qui multiplie la concentration de l'alcool. L'ordre de cette réaction est 1, parce qu'ici vous avez la concentration de l'alcool, il a une puissance 1, donc il ne va pas dépendre de la concentration de l'agent nucléophile. C'est pourquoi on l'appelle une réaction de substitution nucléophile d'ordre 1. Pour calculer la quantité initiale des réactifs, on doit calculer le nombre de moles de l'alcool utilisé et celui de l'acide chlorhydrique. Pour calculer le nombre de moles du 2-méthylpropane de Hall, il est égal à la masse sur la masse molaire, et la masse est égale à la masse volumique qui multiplie la densité, qui multiplie le volume sur la masse molaire. Alors ici, on utilise des unités en grammes par litre pour homogénéité les unités. Donc il est égal à 1000, qui multiplie par 0,78, qui multiplie 12,5, 10-3 sur 74, qui est égal à 0,13 mol. Pour le nombre de moles d'acide chlorhydrique, il est calculé de la même façon. Le nombre de moles est égal à la masse sur la masse molaire, qui est égal à la pureté, parce que ici, il ne faut pas oublier que vous utilisez l'acide chlorhydrique à 35%, qui multiplie la masse volumique de l'eau, qui multiplie la densité, qui multiplie le volume, et on divise par la masse molaire. Il est égal, le nombre de moles est égal à 0,336 moles. On remarque que le nombre de moles de l'acide chlorhydrique est supérieur à celui de l'alcool, donc l'alcool est le réactif limitant. Pour calculer le rendement, il est déterminé par l'expression nombre de moles expérimental sur nombre de moles théorique qui multiplie par 100.
En divisant par la masse molaire, ceci revient à dire que le rendement est égal à la masse expérimentale sur la masse théorique qui multiplie par 100. Le nombre de moles théoriques, la masse expérimentale, c'est la masse qu'on a trouvée expérimentalement, qu'on a pesée. Tandis que le nombre de moles théoriques, c'est le nombre de moles qu'on devrait obtenir si la réaction est totale. Donc il doit être égal au nombre de moles du réactif limitant, c'est-à-dire au nombre de moles de l'alcool. Donc il doit être égal à 0,13 moles, soit une masse molaire de 0,13 qui multiplie par 92,5 qui est égale à 12 grammes. Ça veut dire quoi? Que si la réaction est totale, c'est-à-dire ça marche 100%, on doit obtenir 12 grammes. Tandis qu'ici, on a obtenu la masse du produit brut, elle est égale à 7,2 grammes. Donc le rendement en produit brut est 7,2 sur 12, qui multiplie par 100, qui est de l'ordre de 60%. Pour le rendement en produit pur, la masse pesée est de 5 grammes et le rendement en produit pur est égal à 5 qui multiplie sur 12, qui multiplie par 100, il est de 41,6%. Pour reconnaître la phase organique de la phase aqueuse dont l'ampoule a décompté, il suffit d'ajouter un peu d'eau en mélange réactionnel et on constate que le volume de la phase aqueuse augmente parce que l'eau est insoluble avec le produit organique. Donc c'est le volume de la phase aqueuse qui va augmenter. On effectue rapidement les lavages pour éviter la réaction inverse, c'est-à-dire éviter la réaction d'hydrolyse du dérivé chloré en alcool. Lors du lavage avec la base NaHCO3, nous avons observé un dégagement gazeux. Ce dégagement gazeux, il provient du fait que l'anion HCO3-, qui provient de NaHCO3, réagit avec les ions hydrogène pour donner du dioxyde de carbone. La réaction globale est la suivante. Nous avons NaHCO3 plus HCl, donne H2CO3 qui est le gaz carbonique, plus NaCl. Le gaz carbonique, il est instable, il se dégage, il se transforme en CO2 et H2O. Et c'est ce CO2 qui se dégage. Lorsque nous avons isolé la phase organique, nous l'avons séchée avec du sulfate de magnésium anhydre. Ce sulfate de magnésium permet d'éliminer l'eau résiduelle présente dans la phase organique selon la réaction MgSO4 plus 7H2O donne MgSO4 7H2O. Et je vous remercie.